Les campagnes de fouilles archéologiques commencent dès 1977 sur le site de l'abbaye de Stavelot. En 1994, les archéologues ont presque dégagé tout le site. Il ne reste que 2 mètres carrés inexplorés. La surprise est de taille lorsqu'ils découvrent sous les remblais du XVIIIe siècle une tombe de forme trapézoïdale qui contient des ossements humains. Les fouilleurs ont l'attention attirée par un fragment métallique. 3 pièces sont découvertes. 2 sont dorées, une est colorée de bleu, aussi de vert. Il s'agit probablement des restes d'une crosse abbatiale, l'attribut d'un haut dignitaire et symbole de son pouvoir. Après l'analyse des ossements de la crosse et la consultation des archives de l'abbaye, les spécialistes donnent un nom à ce haut dignitaire. Huibald, abbé de Stavelot au XIIe siècle. Mais qui est ce Huibald ? Né vers 1098 dans la région de Stavelot, Huibald, fils de paysans aisés dépendants de l'abbaye, est très vite formé à l'école monastique de Stavelot, tout comme son frère Erlebald. À Liège, il suit l'enseignement du brillant théologien Robert de Saint-Laurent. À 20 ans, il est moine à l'abbaye bénédictine de Woolsor. 1 an plus tard, il revient à Stavelot, où il remplit diverses fonctions avant d'accéder à l'abbatiat en 1130. Huibald est donc abbé de Stavelot-Malmedy, c'est sa charge, je dirais, principale qu'il acquiert relativement jeune, en 1130. Et puis, on lui demande d'assumer d'autres abbatiats qu'il cumule avec le premier, avec évidemment les problèmes de présence que ça peut poser. On lui demande en particulier de s'occuper de la très très vieille et respectable abbaye de Corvailles, en Saxe, qui posait des problèmes de discipline interne. Et c'est un des points dans lesquels Huibald excelle depuis le début. Il aime à résoudre ces problèmes interne de tradition bénédictine. C'est à Stavelot qu'il fait montre de ses qualités de gestionnaire. Il montre qu'il est capable de voir clair dans la manière dont une abbaye peut gérer ses biens et récupérer, le cas échéant, un certain nombre de biens qui avaient été contestés. Et dans ce cadre-là, extrêmement proche du milieu impérial, l'abbaye de Stavelot est une abbaye impériale, il rencontre et très vite est intégré à la chapelle, à la chancellerie même impériale. Et là, il peut alors rencontrer des personnages qui vont faire des carrières éblouissantes après. Il va connaître de manière plus intime des futurs papes et des futurs princes territoriaux, et il va pouvoir, dans ce cadre-là, avoir à la fois des appuis, mais aussi montrer sa force, son originalité. Il est amené à voyager, ce qui est difficile à combiner avec sa charge abbatiale, qui théoriquement implique qu'il soit dans son abbaye de Stavelot. Il voyage en Germanie et dans l'Empire. L'Empire, ça veut dire aussi l'Italie du Nord, qui fait partie intégrante de l'Empire germanique. Il est amené un certain nombre de fois à aller à Rome, 3, 4 fois probablement, et à la fin de sa vie, on l'envoie même à 2 reprises à Byzance. Huibald entretient une correspondance abondante avec les puissants de l'époque. Les nombreuses possessions de l'abbaye de Stavelot et du monastère de Malmedy engendrent de gros revenus. Huibald veut à tout prix assurer à Stavelot les revenus du temporel, et un bon nombre des documents qui sont conservés en rapport avec Huibald et Stavelot sont relatifs à ces biens dont Huibald veut récupérer ou assumer ou recevoir les revenus et en garantir en tout cas la perception.
Et puis, Wibald est aussi quelqu'un qui va développer au maximum l'aspect purement religieux, l'aspect bénédictin, mais bénédictin ouvert vers l'extérieur de l'abbaye de Stavelot, c'est-à-dire qu'il va privilégier le culte, et le culte local, essentiellement le culte de Saint-Remacle. Privilégier un culte, ça veut dire montrer une image à la communauté monastique, montrer une image à tous ceux qui s'occupent de près ou de loin de spiritualité, mais c'est aussi ouvrir l'abbaye à quantité de pèlerins qui sont des donateurs potentiels, et les donations qui sont faites par les pèlerins à Saint-Remacle, donc à l'abbaye de Stavelot, contribuent véritablement à la richesse de l'abbaye. Wibald enrichit le trésor de l'abbaye. Il dote son église de magnifiques retables et conserve les précieuses reliques dans des contenants somptueux, faits d'or, d'argent, de pierreries et d'émaux colorés. Wibald est sûrement à la fois représentatif et exceptionnel. Il est représentatif de son époque dans la mesure où il est l'image même de l'ecclésiastique gestionnaire qui s'intègre dans cette dualité Église-État. Et il n'est pas étonnant de voir qu'un personnage comparable et contemporain de Wibald, sujet de Saint-Denis, abbé bénédictin, a à peu près les mêmes fonctions au même moment. Ils sont tous les deux gestionnaires d'abbaye, proches du pouvoir, régents du royaume, ou à peu de choses près pour Wibald, et occupant des places majeures au moment où le roi de France et l'empereur d'Allemagne partent en croisade. Ce sont ces hommes-là qui ont le pouvoir en main. Donc, dans ce sens-là, ils sont exceptionnels, bien sûr, par leur stature, mais ils représentent une manière même de comprendre le pouvoir ecclésiastique et de comprendre le pouvoir politique. En 1158, Wibald meurt, au retour de sa deuxième ambassade à Byzance. Un an plus tard, son frère Erlebald fait rapatrier son corps à Stavelot et procède à son inhumation au centre de l'église abbatiale.